Bienvenue à tout le monde pour notre nouveau webinaire Les experts viennent à vous, organisé par Ampersand World. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça n'a pas changé. On est toujours depuis 10 ans experts dans le coaching carrière et le recrutement. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'énergie en lien avec la performance, que ce soit individuelle ou en équipe. Et on va vous démontrer tout simplement que vous, derrière votre ordinateur, sur votre chaise, vous aussi, vous êtes un athlète et vous allez pouvoir mettre au service tous les conseils qu'on va vous donner pour avoir de l'énergie au travail. Donc, pendant tout le webinaire, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra par contre à la fin de la présentation de Mathieu. Et on va solliciter par contre votre aide durant le webinaire avec quelques petites questions et des sondages. Donc, soyez prêts à participer. Donc, aujourd'hui, tout simplement, on accueille Mathieu Sage, ancien champion du monde de ski de vitesse. Donc, on a un vrai athlète avec nous aujourd'hui pour parler du sujet. Je vais évidemment le laisser se présenter lui-même. Il saura mieux que moi quoi vous dire. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un athlète qui va vous donner des clés en fait pour performer dans la durée au sein de votre entreprise et savoir comment gérer votre énergie. Donc, je laisse la parole à Mathieu et nous on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, merci Fanny. Je prends du coup la balle au rebond. Bonjour, effectivement, comme il a été précisé dans l'introduction, on va parler d'énergie. Alors je sais que pour vous, l'énergie a une signification tout à fait particulière, mais on va voir dans un autre contexte, dans le contexte de performance, en quoi cette énergie est importante. Comment est-ce qu'on peut développer son propre stock d'énergie? En quoi cette énergie est importante pour arriver à la performance? Et en quoi on va pouvoir perdurer dans le temps, avoir un niveau de performance global hyper intéressant sur la durée. Pourquoi? Parce que, comme dans le sport de haut niveau, gagner un match ou être performant une journée, c'est très facile. Le vrai défi consiste à pouvoir reproduire ces hauts niveaux de performance sur la durée. Et c'est un des indicateurs aussi des grands champions, qu'ils soient individuels ou qu'ils jouent dans des équipes collectives, du coup, avec ce qu'on appelle les Dream Teams. Et c'est un des apanages de ces équipes, c'est d'arriver à pouvoir développer et produire une énergie globale intéressante sur la durée. Ce sont des sujets qui sont hyper intéressants et qui m'ont animé pendant plusieurs années en tant que préparateur mental dans le sport de haut niveau, mais aussi en tant que manager dans le monde de l'entreprise et actuellement en tant que coach, préparateur d'équipe ou autre. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quels que soient les domaines d'activité, que ce soit le sport de haut niveau, que ce soit le monde de l'entreprise dans lequel vous êtes, en fait, la mécanique de la performance, elle est tout à fait similaire. Alors bien sûr, il y a des grosses différences entre le sport et l'entreprise, c'est clair. Et pour autant, il y a une mécanique profonde, hyper intéressante à décortiquer. Et c'est certains de ces outils que je vous propose, que l'on aborde ensemble pendant ces 45 minutes. Et puis on aura 15 minutes d'échange après, 15 minutes de questions animées par Fanny. Voilà, alors du coup, comment est-ce qu'on arrive à être des athlètes dans nos quotidiens? Comment est-ce qu'on arrive à développer cette énergie pour pouvoir reproduire des hauts niveaux de performance? Eh bien, je vous propose d'aborder certains de ces outils. Du coup, je suis ravi d'échanger avec vous certains principes, certaines mécaniques qui font des équipes, des individus performants dans la durée. Alors, avant de parler de ces différentes énergies, voyons déjà ce que l'on entend par performance. Et du coup, je vous propose, pendant notre échange de 45 minutes, de voir quelques principes que je vais dessiner au fur et à mesure à l'aide de cette tablette. Et puis, en fin d'intervention, vous aurez un PDF avec ces schémas. Je vous propose d'aller, dans un premier temps, d'aller définir ce que l'on entend comme étant la performance, quel que soit le domaine, que ce soit le monde des arts, le monde de la cuisine, le monde de l'entreprise ou le monde du sport. Il y a toujours une mécanique tout à fait similaire à la performance et on peut envisager la performance comme étant, comme pouvant être ventilée selon 3 niveaux. Du coup, j'ai dessiné une montagne et du coup, j'ai appelé ça la montagne de la performance. Alors, cette montagne de la performance, on va pouvoir aller identifier 3 niveaux de performance. Et ces 3 niveaux de performance commencent tous par la lettre E.
Alors, je vous laisse réfléchir de votre côté. Quels pourraient être ces 3 niveaux de performance? Je vais bien sûr vous les donner. Le premier niveau d'une performance individuelle ou collective, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. L'efficacité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, l'efficacité, c'est la capacité à produire de bons résultats. Pour faire simple, quand on est efficace, quand on a une équipe efficace ou un individu efficace, nous pouvons, et nous avons donc ce qu'on appelle de bons résultats. En revanche, si on aborde le thème de la performance que sous l'angle du résultat, on pourrait dire que l'efficacité suffit. Sauf qu'on va y adjoindre un autre ingrédient, un autre prisme, et vous l'avez compris, ce prisme, c'est l'énergie. Et en fait, quand on est efficace, un sportif efficace a de bons résultats, certes, mais la vraie question et le vrai défi, c'est de se dire, OK, mais quelle est la quantité d'énergie qu'il a investie pour arriver à ce niveau de performance? Et là, on se rend compte qu'à l'efficacité, le niveau d'énergie est très fort. Il a fait beaucoup d'efforts, je vais mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour arriver à ce niveau de performance. Donc, oui, OK, le résultat est intéressant, mais à quel coût énergétique? Et là, on pourrait dire que les individus ont consommé la totalité de leur stock d'énergie. Donc, vous le comprenez fort bien, il est compliqué d'aller remobiliser de l'énergie pour pouvoir refaire une performance identique le lendemain. Donc, l'efficacité, on dit que l'efficacité, ça tue à terme. Les joueurs efficaces, les individus efficaces, sont des individus qui ne font pas long feu, qui vont pas très loin. Donc oui, ça performe de manière très ponctuelle. En revanche, il n'y a pas le côté durable. Et vous l'avez compris, vous le supposez d'ores et déjà, le côté durable, il va être probablement sur les 2 autres niveaux. Au-delà de l'efficacité, nous avons donc le niveau efficience. Alors là, c'est intéressant, l'efficience. Pourquoi? Parce que on va bien sûr avoir un niveau de résultat qui nous intéresse. On pourrait d'ailleurs dire que nous avons là aussi de bons résultats. Ils ne sont pas meilleurs. Ils ne sont pas meilleurs qu'au niveau inférieur. Ils ne sont pas meilleurs qu'à l'efficacité. Donc là, on a de bons résultats. Bons résultats. Vous avez compris que ce qui diffère, c'est la quantité d'énergie investie pour arriver à ce niveau de performance. On a de bons résultats, mais là, par contre, on a moins d'efforts investis. Si on avait une image à donner ou une quantité, on pourrait dire que l'individu, contrairement à l'individu efficace, l'individu efficient n'a dépensé non pas 100% de son stock d'énergie, mais n'en a mobilisé que 80% pour arriver au même niveau de résultat. Alors là, ça commence à être intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, par exemple, si on prend des joueurs magiques dans le tennis, par exemple, vous en avez en Suisse avec Roger Federer, ce sont des individus qui perdurent dans le temps. Et en fait, un de leurs secrets est celui-ci. C'est d'arriver à ne pas investir la totalité de leur stock d'énergie. Ce qui leur permet de préserver un stock que l'on va schématiser comme ceci, en vert, à côté, là. Et ce stock-là, c'est ce qu'on appelle un carré magique. Alors, il ne veut pas se faire de manière parfaite, on va le refaire. OK, dernière chance. OK, c'était bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le carré magique. Le carré magique, c'est donc une somme d'énergie, une quantité d'énergie qu'on n'a pas investie pour arriver au niveau de performance, au niveau de résultat. Donc, hyper intéressant. Si on vient à Federer, par exemple, c'est un disponible de temps qu'il ne mobilise pas pour gagner ses matchs, mais que du coup, il va pouvoir préserver pour se régénérer, réfléchir à la stratégie pour battre son adversaire le lendemain, prendre ce temps, cet investissement temps pour se faire masser, récupérer, etc., etc., etc. Et en fait, là où ça commence à être extrêmement intéressant, c'est que le carré magique va permettre, si on le réinvestit, va permettre de rester en efficience, voilà, parce que c'est un vrai défi de rester en efficience. Ça ne se fait pas, c'est pas un niveau que l'on atteint et dans lequel on reste. Donc, soit on va rester en efficience, ce carré magique va entretenir notre capacité à rester efficient, ou au contraire, on va s'en servir pour aller au niveau supérieur. Ce niveau supérieur étant ce que l'on appelle l'excellence. L'excellence, encore une fois, on va envisager ce niveau de performance sous les 2 aspects, celui du résultat
Et là, on pourrait dire que quand on est excellent, on a de très bons résultats. Ils sont meilleurs qu'au niveau inférieur. Donc, on a de très bons résultats quand on est excellent. Il y a un côté durable qui est intéressant dans l'excellence. Et puis, l'énergie investie, elle est identique au niveau inférieur. On ne dépense pas plus d'énergie. On a réussi à optimiser, à rendre durable cette efficience. Donc, on est sur le même niveau d'énergie qu'au niveau inférieur. Voilà les 3 niveaux de performance en version énergétique. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que effectivement, si on veut monter sur cette montagne de la performance, ça va vous demander des efforts. Et on est, pour le coup, 100% acteur du niveau de performance dans lequel on est. Alors, à certains moments de notre carrière, que ce soit dans le sport ou autre, on peut avoir des changements de club, des changements d'entreprise, des changements de poste, qui font que, momentanément, on peut baisser son niveau de performance. C'est tout à fait acceptable. En ski, par exemple, qui est plutôt mon domaine d'activité. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit en intro, pardon, pardonnez-moi, Fanny a tendu la perche, mais je ne l'ai pas prise. Effectivement, je parlais du sport de niveau, petite parenthèse. Du coup, moi, je pratique le ski de vitesse. Vous savez probablement ce qu'est le ski de vitesse. L'idée, c'est d'aller tout droit le plus vite possible, en fait. Voilà. Et on atteint des vitesses aujourd'hui qui sont au-delà de 250 km/h. Et pour finir cette parenthèse, pardonnez-moi, dans ce sport, pendant 10 ans, je n'ai absolument rien gagné. J'étais toujours extrêmement bien placé, on pourrait dire j'étais efficace, et encore, j'étais peut-être en dessous de l'efficacité. Et puis à certains moments, j'ai opéré à des changements radicaux qu'on pourra voir tout à l'heure, et ces changements radicaux m'ont permis de monter sur le niveau de performance. Et on pourrait dire que les 10 années suivantes, j'ai tout gagné. J'étais 2 fois champion du monde, j'étais recordman du monde dans une des 2 disciplines qui est du ski de vitesse. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est vraiment un choix de votre part. Parenthèse fermée sur mon expérience ski. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ces niveaux de performance ne sont pas des niveaux qui sont gravés dans le marbre. Ça se travaille vraiment. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, on pourrait, Fanny, lancer un premier sondage auprès de nos auditeurs et voir quel est, selon eux, leur niveau de performance actuel. Dans votre job aujourd'hui, quel est votre niveau de performance selon vous? Quel est, du coup, le niveau de résultat d'une part, mais quelle est l'énergie que vous investissez d'autre part? Et par rapport à cela, nous pourrons avoir une cartographie de vos niveaux de performance individuels. Alors, le sondage est peut-être en train de Oui. se finaliser. On aura... Le sondage est en cours. Je crois qu'on arrive au bout. Presque. Encore 1 ou 2 qui veulent répondre. Donc, on a la majorité des gens qui vont être autour de 65%. Donc, je vais partager ceci. Pardon. Voilà. Efficacité et 36% pour l'efficience. Ok, on est quasiment à 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de personnes efficaces, 1 tiers d'efficients. Alors, ce qui est intéressant, merci d'avoir répondu. Ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est que, quel que soit votre niveau, il y a du job à faire. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, que doivent faire les personnes qui sont en efficacité? Quand on est en efficacité, par définition, on dépense beaucoup d'énergie. Pour X raisons. Des raisons externes, hein, on le disait tout à l'heure, on peut avoir des raisons ponctuelles, changement d'outils, changement de logiciel, changement de structure, changement de logo, tout ce qu'on veut, changement de périmètre des zones d'activité. Mais aussi, on peut avoir une énergie investie ou dépensée, inutilement dans ce que l'on appelle des fuites d'énergie, que je pourrais symboliser comme ceci. Voilà. C'est-à-dire, quand on est efficace, on a plein de fuites d'énergie. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier ces fuites d'énergie, voir quelles sont ces fuites et voir comment nous pouvons les colmater. Donc ça, ce serait le premier job à faire pour les personnes qui sont en efficacité. À cette condition, une fois qu'on a identifié nos fuites d'énergie, alors on peut espérer, enfin c'est même plus de l'espoir, hein, c'est vraiment un plan d'action, pardonnez-moi, on peut espérer et faire, je vais y arriver, on peut mettre en place des actions qui vont nous permettre d'aller en efficience. Une fois que nous serons en efficience, le vrai défi, vous l'avez compris, c'est en permanence
valider la quantité d'énergie investie au global de notre activité pour rester à ce niveau-là. Et vous choisirez du coup soit de rester en efficience, et tout va bien, soit, comme on l'évoquait tout à l'heure, peut-être choisir la voie de l'excellence. Alors moi, je ne fais pas l'apologie de l'excellence obligatoirement, mais dans mon activité, effectivement, quand j'interviens en entreprise, je vois que déjà le niveau efficience serait déjà un niveau intéressant. C'est-à-dire, si on pouvait faire le même niveau de performance, le même niveau de résultat, avec moins d'énergie consommée, des individus qui vont peut-être partir 1 heure plus tôt du job ou une demi-heure plus tôt. Et en fait, cette demi-heure gagnée va leur permettre de mobiliser de l'énergie pour être peut-être, entre guillemets, performant demain. Alors, la question est, quelle est cette flèche jaune? Alors, c'est un job, extrêmement précis. Je vous donne 2 astuces pour pouvoir opérer au saut entre le niveau de l'efficacité et le niveau de l'efficience. On a beaucoup de fuites d'énergie en efficacité. Le vrai défi, quel est-il? C'est de faire ce que l'on appelle, je vais faire un zoom sur cette flèche jaune, c'est de faire ce que l'on appelle dans un premier temps le less is more. Le less is more. Less is more, qu'est-ce que je peux arrêter de faire? Qu'est-ce que je peux réduire qui va me permettre de faire plus quelque chose d'autre? Je vais donner un exemple très simple. Un exemple sport que j'ai vécu. Pour skier, vous le savez, pour aller vite, il faut farter ses skis. Voilà, c'est quasiment une condition sine qua non pour aller très vite. Et du coup, moi, je suis dans une discipline où la vitesse, elle est recherchée, on est mesuré que sur cet indicateur-là, et les classements se font là-dessus. Et du coup, sur mes 10 premières années, je m'employais à farter mes skis de manière extrêmement précise, très minutieuse, etc. Ok, comme je vous le disais, j'étais toujours dans le top 10 mondial, mais jamais je n'ai fait un podium pendant mes 10 premières années. Or, je me rendais compte que ce temps investi dans le fartage empiétait sur mon sommeil. Et du coup, j'ai décidé, et là j'ai 100% d'impact, j'ai décidé de faire moins de fartage pour plus de récupération via le sommeil. C'est un choix de ma part. C'est un choix. C'est un exemple très simple, un sport, mais des exemples entreprises, on pourra le voir dans les questions tout à l'heure. Il y a des similitudes tout à fait intéressantes. Du coup, j'ai choisi de réduire la durée investie sur le fartage, quitte à avoir des skis peut-être un peu moins rapides. En revanche, j'étais bien plus énergisé moi-même pour pouvoir conduire et piloter ces skis, si je peux dire. Et du coup, c'est un choix de ma part où j'ai décidé d'être un peu moins rapide sur mes skis, mais d'être plus énergisé. Au global, à partir de là, j'ai commencé à être beaucoup plus performant. Alors, c'est pas la solution magique, mais c'est un des exemples de less is more que j'ai choisi et que j'ai opéré. Donc, un premier principe, c'est le less is more. Posez-vous la question de savoir ce que vous pourriez arrêter de faire, ce que vous pourriez réduire, qui vous permettrait d'être plus quoi demain, qui vous permettrait de faire plus telle ou telle chose demain, toujours dans un but d'efficience. Et puis, une autre astuce, c'est ce qu'on appelle le Pareto. Arriver à faire le Pareto. Alors, vous connaissez cette loi de Pareto, la loi des 20-80. Vous connaissez bien sûr cette loi. Et le vrai défi, c'est dans vos contextes entreprise, business, peut-être très intenses. L'idée, c'est en permanence d'ajuster le poids, si je peux dire, de votre sac à dos. C'est une métaphore. Le sac à dos, c'est tout ce que vous portez. Et en fait, ce sac à dos, que ce soit pour des sportifs de haut niveau, que ce soit pour des dirigeants, pour des managers, la mécanique est la même. On porte des sacs à dos qui sont très lourds, qui d'ailleurs sont souvent remplis par des personnes quand on passe à côté d'eux. Vous voyez, c'est toujours quelque chose qui se remplit et pour lequel il faut être extrêmement vigilant. Donc, je vous invite assez fréquemment, peut-être tous les 5-6 mois, à regarder dans votre sac à dos, dans tout ce que vous portez, les 20% de choses qui ont 80% d'impact sur votre niveau de performance. Il y avait des choses qui étaient peut-être intéressantes hier ou avant-hier, mais qui n'ont plus de sens demain ou après-demain par rapport aux nouveaux objectifs, aux nouveaux projets. Et donc, c'est un choix. Et là encore, on revient sur
votre capacité à arbitrer, à trancher, à dire bah, ok, ça avait du sens, mais je ne le prends plus, je ne le fais plus, j'arrête de faire, je décide d'arrêter, et ça va me permettre de mettre mon énergie plus sur telle ou telle chose qui me permettra d'être plus performant. Voilà 2 astuces, le less is more et le Pareto. Quels sont les 20% de tâches dans mon sac à dos qui vont avoir 80% d'impact sur ma performance. Voilà, je vous invite à réfléchir peut-être après cette conf sur les choses que vous pourriez arrêter ou réduire et qui vous permettraient de faire telle ou telle chose nouvelle. Peut-être, avant de passer à l'autre outil, peut-être dans le chat, identifiez-nous quelle est, selon vous, très spontanément, votre fuite d'énergie numéro 1. S'il y avait une fuite, pour ceux qui sont en efficacité, voire ceux qui sont en efficience aussi, pourquoi pas, si vous aviez une fuite d'énergie qui est fondamentale pour vous aujourd'hui, qui, vous le sentez, vous fait perdre de l'énergie, quelle serait-elle? Je vous invite à répondre dans le chat et on fera un point tout à l'heure sur vos résultats. Pendant que vous répondez à cela, et pour finaliser cet outil qu'on appelle la montagne de la performance, qui vous permet de vous positionner, alors, je vous donne la loi en fait en filigrane de cela, c'est que si vous voulez performer, si vous voulez augmenter votre niveau de performance, si vous voulez monter sur cette montagne, alors ça ne peut se faire que par un allègement interposé. Et la loi fondamentale est la suivante, et je vous la note ici, c'est que toute optimisation de performance, toute optimisation de mon énergie passe obligatoirement par ce que l'on appelle une réduction. Alors, si j'oublie des mots, ça va pas aller. Toute optimisation passe par une réduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux monter sur cette montagne de la performance, si je veux la gravir, ceci ne peut pas se faire par un alourdissement supplémentaire. Ça se fait obligatoirement par allègement. Pour ceux d'entre vous qui font de la rando ou de la montagne, vous savez que l'obsession du randonneur, plus il va monter haut en altitude, ça va être le poids de son sac à dos. Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si je veux monter sur cette montagne, l'objectif est d'alléger en permanence. Et c'est une discipline personnelle qui va vous permettre d'être du coup performant sur la durée et de préserver votre capital énergie. Voilà pour ce premier outil que je voulais partager avec vous. Peut-être un point sur les fuites d'énergie. Où est-ce qu'on en est des résultats? Oui, alors on a plusieurs réponses différentes. Donc, je vais les dire un petit peu dans l'ordre qui vient comme ça. Alors, il y aura de prendre la responsabilité d'autres personnes, la distraction, les doutes, le stress digital. Alors ça, on le connaît tous, l'afflux de messages sur différents canaux durant toute la journée. Ça peut être aussi le regard des autres et le poids du milieu, je pense de l'industrie ou de l'entreprise. Après, il y a des réponses beaucoup plus personnelles, les enfants. C'est vrai que même si on est au travail, ça fait partie du quotidien. Évidemment, justement, on nous dit ça vient surtout finalement des autres. Comme tu disais avant, c'est ceux qui viennent charger ton sac quand tu passes à côté. Donc, que ce soit le manager ou les autres collaborateurs qui viennent et puis qui le remplissent un petit peu à notre place. La dernière réponse que j'ai pour le moment, c'est la politique interne. Ok. Alors, on va pas bien sûr commenter ou décrypter tout cela, mais ce qui est intéressant, c'est que même quand il s'agit de choses, de fuite d'énergie qui pourraient paraître externes, l'idée c'est de se dire qu'on a 100% d'impact. On a 100% d'impact à titre individuel sur le fait que l'on se fasse polluer son sac à dos par des personnes qui mettent des choses à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment une discipline perso qu'il est intéressant d'acquérir quant au fait d'alléger en permanence son sac à dos. Alors maintenant, on va faire focus sur l'individu, sur vous en tant qu'individu. On a vu du coup cette mécanique de la performance, mais comment ça se passe au niveau de l'individu? Eh bien, en fait, vous allez voir que on va se faire un schéma de l'individu. On pourrait dire que ceci est votre potentiel, qu'on va symboliser et schématiser comme ceci, et qu'en fait, ce potentiel, vous allez pouvoir le développer, le mesurer et développer de l'énergie sur cinq quotients distincts. Il y a 5 quotients, il y a 5 axes sur lesquels vous allez pouvoir développer de l'énergie. Le premier niveau,
Le premier axe, il est ici. Ce premier quotient, c'est ce qu'on appelle QI. Excusez-moi, on va le faire comme ça, ce sera plus simple. Le QI, alors, c'est ce que l'on appelle en fait les capacités fonctionnelles de l'individu, le QI. Le QI, que ce soit en sport, que ce soit en entreprise, on a tous besoin d'avoir des capacités fonctionnelles qui sont ajustées et adaptées par rapport à ce que l'on attend de vous. Les capacités fonctionnelles d'un Roger Federer sont des capacités tout à fait spécifiques par rapport à l'activité et par rapport aux objectifs qu'il s'est donnés, par rapport à son domaine d'expertise. Donc, les capacités fonctionnelles, donc sur QI, c'est tout ce qui est en lien avec, on l'a vu, hein, tout ce qui est en lien avec l'expertise, c'est tout ce qui est en lien avec la technique tout à fait spécifique, la compréhension de la tactique aussi, hein, que ce soit une stratégie de jeu en sport ou stratégie en entreprise, vision, etc., et comment on va la mettre en œuvre. L'expertise, la technique, la tactique, c'est la capacité d'analyse, la capacité de réflexion, etc., etc. Donc, on a tout intérêt à avoir des individus dans les équipes qui comprennent et qui ont des capacités fonctionnelles qui sont intéressantes par rapport à ce qu'on attend. Donc là, il y a une énergie, ce qu'on pourrait qualifier d'énergie mentale. Donc, vous pouvez diagnostiquer puis renforcer cette énergie mentale. On verra quelques pistes tout à l'heure. Et puis, on a d'autres quotients. Donc, on a l'expertise, effectivement, intéressant. On a un autre axe que vous connaissez probablement aussi, hein, qui est l'axe QE. Alors là, ce n'est plus l'intelligence fonctionnelle comme on l'entendait tout à l'heure, mais c'est tout ce qui est en lien avec l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité à être intelligent émotionnellement, la capacité, pardonnez-moi, à se connecter à ses propres émotions, à savoir les analyser, les accueillir, les ressentir et savoir qu'en faire. Le vrai défi, vous vous en doutez, quand la pression est très forte, souvent, ça se joue sur émotionnel. Dans mon activité, j'ai vu des champions du monde de l'entraînement. Au mois de juillet ou au mois d'août, j'ai des collègues skieurs qui étaient les champions du monde, entre guillemets. Ils sont les champions du monde de la soufflerie. Ils sont les champions du monde de telle ou telle performance dans tel ou tel sport. Mais en fait, quand on est en haut de la piste, qui fait 98% de pente, où on va passer de 0 à 200 km/h en quelques secondes, hein, c'est moins de 6 secondes, et bien là, ça va se jouer sur émotionnel. Et là, ils sont plus trop champions du monde. Du coup, le vrai défi, c'est d'arriver à être stable émotionnellement sous pression. Voilà. Donc, ça va être la stabilité émotionnelle. La stabilité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions. La stabilité, ça veut dire qu'on est bombardé d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On peut avoir des peurs, des doutes, peur, doute, mais aussi excitation, enthousiasme. Excitation, enthousiasme, c'est aussi l'axe de la motivation, c'est l'axe de l'implication, etc., etc., etc. Donc là, c'est vraiment la capacité, en fait, à se connecter à mes émotions et savoir qu'en faire. Et probablement que la gestion de mon QE va me permettre de mettre en œuvre le QI, mes capacités fonctionnelles. A contrario, si je ne sais pas gérer, il y a tout qui s'écroule. Intelligence fonctionnelle, donc ce qu'on appelle intelligence de situation, hein, l'intelligence émotionnelle, moi et mes émotions, l'intelligence relationnelle, sur QR, les capacités relationnelles de l'individu. Alors ça commence à être intéressant parce que ce n'est plus la capacité à me connecter à mes émotions, c'est la capacité à se connecter aux émotions des autres. Que je sois leader ou pas, je travaille a priori en équipe. Il y a peu de collaborateurs aujourd'hui dans les entreprises qui sont complètement isolés. On est tous en réseau, en interaction, etc. Et le vrai défi, c'est de savoir comment vous connectez ou comment vous multiconnectez avec les autres. Comment je communique, donc c'est tout ce qui est en lien avec ma communication interpersonnelle. Comment je me connecte, quel dosage je mets dans la relation à l'autre. Et là, on est sur des sujets en lien avec l'empathie, etc., etc. Vous connaissez tous ces dosages, tous ces noms, la communication, la capacité à être empathique, la capacité à se connecter aux émotions des autres. Et puis aussi, on pourrait dire qu'ici, il y a toutes les compétences en lien avec ce qu'on appelle le leadership. Alors, leadership, c'est pas forcément avoir les galons de chef, hein. On n'est pas forcément leader quand on est chef et inversement. Le leadership, en fait, c'est plutôt une posture qu'on incarne, une capacité à embarquer les autres,
même quand on est dans une équipe, quand on est, entre guillemets, simple joueur. Et on le verra peut-être en fin d'intervention, mais les Dream Team, les équipes de rêve, sont toujours composées de personnes qui se comportent comme des leaders, où chaque joueur est un leader. Et c'est aussi le défi du manager, c'est d'arriver à rendre ces joueurs, si je peux dire, comme étant tous des leaders. Et les Dream Teams sont en fait composés que de leaders, quasiment, et qui cohabitent et qui fonctionnent intelligemment ensemble. Fonctionnel, émotionnel, relationnel, il ne manque un quotient, c'est le quotient physique, le QP. Quotient physique, alors là, c'est toutes les capacités physiques de l'individu, ses capacités fonctionnelles. Et là, probablement, derrière votre écran, vous allez me dire, non mais Mathieu, ok, super, dans le sport de niveau, ça s'entend. Le physique, il est fondamental, effectivement. Vous allez me dire, nous, en entreprise, on a peut-être un peu moins besoin d'avoir un physique fort, un physique où on maîtrise tout ce qui est en lien avec la santé. On a peut-être moins besoin de connaître toutes les lois physiologiques qui régissent mon corps. Comment je dors, comment je bois, comment je mange, et quels sont les impacts sur les autres quotients. Eh bien, en fait, détrompez-vous, bizarrement, vous mobilisez plus votre corps et votre physiologie que ne le ferait un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, grosso modo, ça dépend des sports, mais c'est 3, 4, 5 heures d'entraînement par jour, pas plus. Le reste du temps, il est payé pour récupérer. J'ai cru comprendre en préparant cette intervention avec Fanny, avec Penda dans Perzand, etc. J'ai cru comprendre que vous travaillez un petit peu plus de 3 à 4 heures par jour. Du coup, à ce titre, il va être intéressant de renforcer, ou en tout cas d'avoir une connaissance assez pointue de la mécanique de mon corps, de ma physiologie. Qu'est-ce que je peux manger le matin qui va me rendre au top de mes capacités fonctionnelles en fin de matinée? Quelle est la nature de la collation que je peux prendre en fin d'après-midi qui va me permettre de développer mon sommeil et de renforcer, en tout cas, pardonnez-moi, renforcer la qualité de mon sommeil, etc., etc. Donc, Fanny disait en préambule, vous êtes des athlètes et à ce titre, vous mobilisez votre corps, votre intellect, vos émotions, 8, 10, 12 heures par jour. Et en cela, vous êtes des vrais athlètes. Donc, la capacité à connaître les lois physiologiques, à récupérer après les moments de pression, récupérer, la capacité à résister sous pression sont autant de caractéristiques qu'il va être intéressant de développer. Voilà, on a tous 4 quotients et sur lesquels, en fait, notre potentiel va s'appuyer, va reposer. Et là, vous allez pouvoir, du coup, vous identifier, où est-ce que j'en suis de mon potentiel, quelles sont mes zones de force, quelles sont mes zones de faiblesse. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est-à-dire que si vous avez un potentiel avec 4 piliers, 4 axes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est très stable, 4 axes, très bien. Sauf que dans nos contextes, où la pression est très forte, et vous l'expliquiez en plus tout à l'heure dans les fuites d'énergie, quand la pression est très forte, en fait, ça a tendance à appuyer sur le potentiel. Ça appuie sur nous, ça appuie sur le tabouret avec les 4 quotients dont on parle. Et en fait, une loi fondamentale en mécanique de la performance, en mécanique des individus, c'est qu'en fait, sous haute pression, et je vais vous le mettre ici, cette loi qui est fondamentale, c'est que sous haute pression, vous avez tendance à craquer sur un des axes. Et sous haute pression, l'axe qui va craquer est en fait celui qui sera le plus faible des 4. Donc, sous haute pression, vous craquez, ou vous pouvez craquer, sur le quotient ou sur l'axe qui est le plus faible des 4. Sur l'axe le plus faible des 4. Loi fondamentale en mécanique de performance. On entend souvent la théorie des points forts, effectivement, moi je suis fort là-dessus, ok, super, très bien, et c'est intéressant, les talents, les zones de force, mais le vrai défi, c'est aussi de connaître ces zones de craquage potentiel. Quels sont les axes qui pourraient me faire craquer quand la pression est forte? Des exemples, je vais vous en donner un, allez 2. Zidane, Coupe du Monde 2006. Zidane, sur son potentiel, et on peut dire qu'il est très talentueux sur tous les quotients. Pression très forte, Zidane, fin de Coupe du Monde 2006. Pression très forte, Materazzi qui joue bien le jeu, etc., qui augmente la pression sur Zidane.
quel est le craquage de Zidane? Où est-ce qu'il craque? Alors la conséquence, on la connaît tous, hein. On va dire que c'est plutôt physique, mais le craquage, il est surémotionnel. Il n'arrive pas à gérer ses émotions à cet instant T. Et voilà comment, en fait, sous forte pression, on arrive à avoir un résultat comme on a pu l'obtenir, individuel, et les conséquences collectives. Donc le vrai défi, c'est d'identifier son axe le plus faible sous pression. Et c'est encore un sondage qu'on peut faire, enfin une question qu'on va poser. Selon vous, quand la pression est forte, alors je crois que c'est un sondage, hein, Fanny, qu'on avait identifié. Tout à fait, je le lance. Super, merci. Selon vous, quand la pression est forte dans votre contexte pro, quel est l'axe sur lequel vous craquez en priorité? Je vous invite à choisir quel est l'axe prioritaire où vous avez tendance à craquer. Je vous laisse répondre en quelques instants. Alors, si en cours, pour le moment, on a plus ou moins des orientations qui se dessinent. Ah. Donc, sous haute pression, on a tendance à craquer sur l'axe qui est le plus faible. Pendant que vous finissez de répondre, juste vous dire qu'effectivement, on a tous un jour craqué sur un des quatre. Dans mon expérience, si on prend que l'expérience sportive, moi, il m'est arrivé de perdre des courses au niveau stratégie, fonctionnelle. Il m'est arrivé d'en perdre aussi au niveau physique, parce que je ne m'étais pas forcément super bien alimenté ou super bien hydraté en altitude. C'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, j'étais pas au top de mes capacités. Et vous savez que vous avez compris que tout était en interrelation entre ces quotients. Mais à titre personnel, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de compétitions sur ma capacité à craquer au niveau émotionnel. Gérer ces émotions, c'est pas simple en toutes circonstances. Effectivement, on voit le résultat du sondage. Je suis pas très étonné. Là encore, il y a 2/3 de personnes qui craquent sur QE. C'est à peu près c'est effectivement ce qu'on voit entre 60 et 80% d'entreprises. L'axe le plus faible est plutôt celui de la gestion des émotions. Merci pour ces résultats. On pourra en parler tout à l'heure. Je vous avais promis 5 axes. Je vous donne le 5e qui est tout là-haut. Donc, voilà, pour résumer, on a un potentiel qui repose sur 4 axes et vous allez pouvoir développer de l'énergie sur chacun de ces axes. Une énergie mentale qui vous permet quoi? Qui vous permet d'être focus. L'énergie mentale, ici, fonctionnelle, si elle est optimisée, cette énergie, elle vous permet d'être focus. L'énergie émotionnelle et relationnelle, c'est sur le même niveau. On pourrait dire que ça va vous permettre d'être connecté. Connecté à vous, d'une part, connecté à mes émotions. Je sais qu'en faire, je sais comment réagir en telle ou telle circonstance, et aussi connecté aux autres. Voilà. Le leadership, la capacité à être un bon coéquipier, c'est aussi la capacité à percevoir, à capter, à ressentir les émotions de l'autre. Parce que si l'autre traîne un peu la patte, si je peux dire, eh bien du coup, ça va rejaillir sur moi. Donc, j'ai tout intérêt à comprendre, analyser comment l'autre fonctionne. Et puis la dimension physique, c'est le côté énergisé. C'est l'énergie vitale, elle est initialement sur physique. Quand on a un corps faible, c'est tout le reste qui craque. C'est la phrase célèbre de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui disait quand votre corps est fort, il obéit, et quand votre corps est faible, c'est lui qui prend les commandes. C'est lui qui prend le pouvoir. Donc on a tout intérêt à avoir un corps fort, et le corps fort va énergiser et est un socle fondamental pour tout le reste. Voilà, rapidement, je vous avais parlé du 5e axe, je vous le donne très rapidement. Le 5e axe, c'est là-haut, c'est l'axe du sens. Le pourquoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi est-ce que je fais ça? Quel est le sens pour moi d'être dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel poste, dans telle ou telle fonction? En quoi ça résonne avec mes propres valeurs, ma propre quête? Eh bien, tout ça, c'est ce qui est en lien avec ce qu'on appelle l'axe du sens, qui va du coup donner à chaque individu une bonne raison de développer son potentiel. Donc, il y a une sorte d'interaction entre le sens que je dois définir, le sens pour moi, et mon potentiel. C'est parce que j'ai un certain potentiel avec certaines aspirations que je vais pouvoir définir le sens, et c'est parce que je définis le sens que je vais pouvoir, ça va donner encore plus de sens au fait que je développe mon potentiel sur les 4 quotients que l'on a vus plus bas.
Voilà, on a vu la montagne de la performance, on a vu les 5 axes du potentiel et comment vous pourriez identifier l'axe le plus faible et comment vous pourriez aller développer de l'énergie sur tel ou tel axe. Et il y a probablement, pardonnez-moi, des fuites d'énergie là aussi sur tel ou tel axe. Important de les identifier, de les colmater et trouver des parades. On pourra aborder quelques pistes tout à l'heure. Se renforcer mentalement, se renforcer émotionnellement, relationnellement ou voire même au niveau de son physique. Allez, pour finir les 5 dernières minutes avant de passer à la salve de questions que je suppose nombreuses, j'espère. Comment ça marche l'énergie au niveau de l'individu? Alors l'énergie, on pourrait dire, on a vu comment on pouvait la quantifier, on a vu sur quel quotient elle était, c'est-à-dire partout, hein, l'énergie elle est partout. En fait, on va avoir un fonctionnement de l'énergie des individus qui est à peu près comme ceci. En fait, c'est une sorte d'alternance, une sorte de sinusoïde. Et vous qui êtes des spécialistes de l'énergie, on pourrait dire, alors je vais décaler un petit peu cela, on pourrait dire qu'à certains moments, vous allez remplir le réservoir, si je peux dire. Vous allez remplir le réservoir d'énergie. C'est comme si vous étiez un réservoir d'énergie, tous ici, là, et en fait, vous allez remplir ce réservoir. Vous allez, on pourrait dire, ceci, c'est la recharge. Ça, c'est la recharge. Et on va le symboliser comme ceci, on va le schématiser en vert. Donc, à certains moments, vous allez faire des recharges d'énergie qu'on va symboliser comme ceci en vert. Et puis, à contrario, vous en doutez, à un moment, on va puiser dans ce stock d'énergie, on va aller dépenser de l'énergie, on va faire des dépenses énergétiques. Il va y avoir des dépenses qu'on va symboliser et schématiser en rouge, voilà. Donc, on a une alternance on va faire comme ça, une alternance de recharge d'énergie et une alternance de décharge d'énergie. Voilà. Un peu de rouge et un peu de vert. Le vrai défi, et on le voyait tout à l'heure, l'idée c'est qu'on soit énergisé, qu'on soit que dans le vert. Du coup, si on veut être que dans le vert, on pourrait dire, bah, génial, on va enlever toutes les dépenses d'énergie. On va plus aller bosser, on va plus faire des réunions où je suis en interaction avec les autres. Je vais m'isoler dans mon bureau, voire je reste chez moi en visio, on a un peu vécu le truc. Voilà, et là, effectivement, il n'y a plus de rouge et il n'y a que du vert. Mais en fait, et là, ça ne marche pas comme ça. En fait, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte, et ça, c'est une mécanique valable dans le sport et en entreprise, c'est tout à fait similaire. On s'est rendu compte qu'on avait plusieurs cas. Je dois vous parler des cas avant, des différents cas que l'on peut avoir quant à la gestion et quant à l'alternance de ce rouge et de ce vert. On va avoir des cas où les personnes ont réduit le rouge. En fait, ils enlèvent quasiment le rouge, ils sont quasiment que dans le vert. Ils oscillent dans le vert. Ils sont que dans la recharge. Alors ça, on pourrait dire, c'est un peu le mode Club Med, si je peux dire, c'est un peu le mode touriste. Ils ne dépensent pas d'énergie, on est sur un mode plutôt touriste. On a des personnes qui, à contrario, sont que dans le rouge. Alors là, ils bossent tant et plus, et en fait, ils sont absolument dans le rouge, et leurs recharges d'énergie sont tout à fait sommaires et minimes. Là, on pourrait dire que c'est un mode plutôt kamikaze. J'y vais et je verrai bien jusqu'où ça m'emmène. Et puis, on peut avoir aussi d'autres cas de figure. Là, c'est des toutes petites oscillations, vous voyez, on ne les voit même pas. Là, c'est le mode zombie, en fait. Hein. Je veux dire, je dépense peu, mais je recharge peu. Bon. Vous le supposez, aucun de ces 3 cas en bas n'est bon. C'est pas. Alors, peut-être certains vont s'y retrouver et tout va bien, et c'est intéressant de le savoir, il n'y a pas de problème avec ça. C'est intéressant de se diagnostiquer. Mais la mécanique, quelle est-elle? La mécanique, je vais faire simple. En fait, on s'est rendu compte qu'aucun des 3 modes du bas ne fonctionnait bien sûr, mais qu'en fait, vous êtes dans des domaines où la pression est forte, l'intensité, l'intensité est forte, je vais y arriver, peut-être la pression des clients, la pression du marché, la pression du business, la pression de nos responsables, nos leaders ou autres, qui fait qu'en fait, ça va augmenter le rouge. Et là, vous n'avez pas forcément d'impact. Peut-être certains s'augmentent d'eux-mêmes le rouge, hein. Mais dans tous les cas, que ce soit voulu ou non, on va dire qu'il y a vraiment une augmentation notable des zones de dépense d'énergie.
sur lesquels, pour le coup, vous n'avez pas forcément toujours de l'impact. Alors, c'est pas forcément des fuites, hein, ça peut être de l'investissement. Voilà, les investissements pour atteindre le niveau de performance souhaité, il est peut-être fort. Et en fait, quand on fait ça, on rentre un peu sur le côté kamikaze. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de rouge et il y a peu de vert. Et du coup, on se rend compte que les top performers, les top players ou les top performants en entreprise, sont ceux qui sont capables d'aller fort dans le rouge et qui sont de manière miroir, j'ai envie de dire, capables de fortement récupérer, de très bien récupérer. Donc, si j'augmente le rouge, j'augmente le vert. Et là, ça commence à être extrêmement intéressant. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des profils de top player. Ça, c'est le top player. Le top player, qu'est-ce qu'il fait par rapport à cette courbe? Eh bien, en fait, sur cette courbe, vous le voyez, il y a de l'amplitude. Ça, c'est le secret. Il y a de l'amplitude dans la courbe. Les sommets verts et les sommets rouges sont accentués. Il y a de l'équilibre par rapport à l'axe des abscisses noires. Il y a un équilibre. Vous voyez, il n'y a pas plus de rouge que de vert. Il y a un équilibre. Et il y a de l'amplitude. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle une alternance. Il y a une alternance de charge et de recharge. Alternance de charge et de recharge. On ne pourrait pas se dire, allez, je me mets 3 semaines dans le rouge, et puis après, je vais me mettre 3 semaines dans le vert. En termes de mécanique humaine, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au quotidien, sur une semaine, sur un mois, mais même sur un pas de temps d'une journée, on puisse avoir des phases de décharge, et ça on les a, mais surtout des phases de recharge, et que l'on optimise cette phase de recharge d'énergie. Et là encore, mesdames, messieurs, vous avez 100% d'impact sur votre capacité à recharger. Et du coup, je vais quasiment m'en arrêter là. On va juste identifier le top 3 des recharges naturelles d'énergie qui vous permettent de rééquilibrer cette courbe, qui doit être avec de l'amplitude de l'équilibre et de l'alternance. Alors pourquoi cette amplitude? En fait, on s'est rendu compte que plus il y avait d'exposition, plus il y avait de croissance et de développement. Dès qu'on commence à atrophier la courbe, alors il y a réduction et il y a atrophie. C'est comme un muscle que vous mettriez dans le plâtre. Quand vous êtes blessé, vous plâtrez, vous avez une attelle, eh bien votre muscle fond. Eh bien c'est pareil en fait en mécanique de la performance, en mécanique de l'énergie humaine, dire que toute fonction qui n'est pas stimulée va s'atrophier. Donc je vous invite, pour ceux qui seraient un peu pas assez dans le rouge, à renforcer le rouge et de manière miroir, à renforcer aussi le vert. Dernier petit sondage dans le chat. Alors, je ne sais pas si c'est un sondage ou une question encore, Fanny, je suis perdu. Mais peut-être… C'est une question dans le chat. Pardon ? C'est une question et je laisse les personnes répondre par écrit. Peut-être juste savoir dans quel cas vous vous retrouvez. Est-ce que vous êtes, selon vous, un top player, avec toutes les caractéristiques que l'on a vues, plutôt touriste en termes d'énergie, plutôt kamikaze ou plutôt zombie? On vous écoute et après, on pourra clôturer avec le top 3 des recharges. Ça va être intéressant de savoir comment les gens s'auto-analysent. Absolument. Ah, pour le moment, j'ai beaucoup de kamikazes. Voilà. Est-ce qu'on a des zombies ou des touristes avec nous? Bon, c'est compliqué de s'auto-évaluer, mais après, c'est anonyme, ça va rester entre nous. Hein. Voilà, évidemment. Ah, j'ai un zombie. Ah, vous avez un zombie. Okay. Sinon, c'est full kamikaze par ici. Bon, pour les zombies, il faut vraiment qu'on s'appelle à 13h30. Ok. Alors, merci en tout cas pour kamikaze à l'époque, maintenant zombie. Je vois aussi les réponses, c'est intéressant. Du coup, voilà. Donc, il n'y a bien sûr pas de jugement et c'est intéressant que vous ayez une vision très claire d'où vous en êtes et de voir que vous avez là aussi 100% d'impact sur la gestion de votre énergie. Alors, la journée de travail, elle est peut-être pas modifiable ni dans sa nature ni dans son volume. Quoique si on arrive à gratter peut-être une demi-heure, on peut faire des petites choses. Mais par exemple, hein, c'est avoir une discipline qui fait que toutes les heures, on va se lever, on va énergiser son corps. Voilà. Le corps a besoin de bouger une fois toutes les heures. Si on reste 3-4 heures d'affilée assis devant son écran, on décharge. Je finis en 2 minutes et après on passe aux questions, Fanny, pour identifier avec vous, alors non pas le rouge, là je pense que
Le rouge, pour ce qui est des kamikazes, ils pourront nous aider sur les choses qui nous pompent de l'énergie, qui nous coûtent de l'énergie. En revanche, on va aller identifier avec vous, ou peut-être se réajuster sur quelles sont les ressources naturelles d'énergie et peut-être le top 3 des ressources naturelles d'énergie. Quand je dis naturel, j'écarte de fait le dopage. Hein. Voilà. Le dopage qui en entreprise est fondamentalement ancré, encore plus qu'en sport. On entretient le dopage. Hein. Caféine, antidépresseurs, somnifères, etc. On considère qu'il y a à peu près 80% des personnes qui sont dopées en entreprise. Des études ont été faites, et si vous pouviez aller aux Jeux Olympiques, il y a 80% d'entre vous qui ne pourraient pas y aller, juste à cause de la prise de ces produits, encouragés par l'entreprise. Hein, ouais. Enfin, surtout la caféine. Allez, quels sont le top 3 des ressources naturelles d'énergie? Je vous les donne. Vous les connaissez très probablement, à moins que vous souhaitiez les mettre dans le chat au fur et à mesure. Si vous les mettez au fur et à mesure dans le chat, ça peut être intéressant. On va voir déjà quelles sont vos réponses spontanées. Allez, j'entoure le top 3. Si vous commencez à répondre, c'est chouette. On va voir. Il y a déjà le sport. Ouais, on voit le sport. Ok, bien. Ok. On a quand même des kamikazes ou des zombies qui sont plutôt informés. Allez, on y va effectivement. Le premier, hein, le top 1 de l'énergie, c'est le sommeil. Alors, pourquoi le sommeil en top 1? C'est très clair. C'est la seule source naturelle d'énergie qui va vous permettre de recharger sur les 4 quotients que l'on a vus tout à l'heure. Le fonctionnel, l'émotionnel, le rationnel et le physique. Il n'y en a aucune autre dans les sources naturelles d'énergie qui permet de recharger tout cela. Alors après, il y a des moments de la nuit, on va recharger plus ou moins tel ou tel axe, mais globalement, quand on fait une nuit plutôt correcte en termes de qualité et de quantité, ça va recharger sur tous les quotients. Il n'y en a aucune autre qui fait cela. Donc sommeil, c'est le numéro 1. Oui, on pourrait même dire que le vrai top 3, c'est sommeil en 1, 2 sommeil et 3 sommeil. Hein. Voilà. Alors, en 1, sommeil. En 2, effectivement, je regarde... tout ce que vous dites est hyper intéressant. Tout n'est pas dans le top 3 pour autant. Et le top 2, c'est ce qu'on appelle la nutrition. La nutrition, c'est ce que je vais pouvoir manger, voire ce que je vais boire également. Je vous donne juste cet exemple-là, et je ne vais pas rentrer dans la nutri, parce que je crois que vous avez par ailleurs des conférences là-dessus, soit futures, soit en replay. Mais par exemple, sur la nutri, un truc très simple, quand on est déshydraté d'1%, ce qui n'est pas énorme, 1% sur notre corps qui est fait à peu près à 70% d'eau, quand on est déshydraté d'1%, on va avoir 10% de baisse de ses capacités fonctionnelles. On n'accepterait pas ça d'une machine. Quand on est déshydraté de 2%, c'est 20% de perte de ses capacités fonctionnelles et de la perte d'énergie globale. Or, on a soif entre -1 et -2, vous voyez. Donc, quand on a soif, c'est déjà trop tard, on est déjà à -10 ou -20. Donc, l'hydratation fait partie de la nutrition. Et puis, effectivement, vous l'avez noté dans le chat. Alors, je ne vais même pas parler de sport, mais je vais juste parler d'activité physique. Bouger son corps. Si c'est du sport, c'est très bien, mais juste bouger. C'est-à-dire bouger 1 à 2 minutes toutes les heures, faire des étirements, marcher un petit peu, marcher quand je rentre du boulot ou pour y aller. Et bien, tout ça va me permettre de recharger aussi mon corps, d'optimiser l'irrigation, etc., de mon cerveau, etc., etc. Voilà très rapidement ce que je voulais voir avec vous avant de passer aux questions. La montagne de la performance, où est-ce qu'on se situe? Où est-ce qu'on pouvait optimiser l'énergie sur les 4 quotients en voyant quel est celui qui est le plus faible des 4. Et puis enfin, sur l'oscillation et sur ce qu'on appelle la pulsion de vie, quel est plutôt mon mode, et l'idée, c'est de pouvoir avoir une courbe avec de l'amplitude, de l'équilibre et de l'alternance. Voilà, vous avez 100% d'impact là-dessus, et j'écoute vos questions avec plaisir. Voilà, donc toutes les questions peuvent être posées soit dans le Q&A, soit dans le chat où vous avez répondu jusqu'à maintenant. Alors, je vais commencer, voilà. Donc, en fait, là, c'est vrai qu'on voit que les trois derniers aspects que tu as évoqués, c'est des choses qui sont complètement, on va dire, à la portée de tout le monde à mettre en place. Alors, c'est clair qu'il faut libérer du temps aussi pour ces activités, pour dormir plus longtemps, pour éteindre ton téléphone un petit peu plus tôt le soir et tout ce qui va avec. Combien de temps est-ce que toi, tu estimes, par exemple, que
qu'il faudrait pour mettre ça en place et que ça devienne vraiment une habitude qui fait que ça influence, on va dire, sur ensuite notre performance et peut-être sur augmenter, on va dire, ces petites zones vertes. Alors, en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on a 100% d'impact, je vous le disais, et en fait, on peut avoir des résultats extrêmement rapides. Je vais être très simple. Mettre ce type d'habitude, c'est-à-dire essayer de partir une demi-heure plus tôt le soir et d'aller marcher 2-3 kilomètres avant de rentrer ou une fois que je suis rentré, ça c'est à la portée de tous. Arrêter le café, par exemple, hein, je suis pas un ennemi du café, mais pour ceux qui auraient des problèmes de sommeil, hein, soit de quantité, soit de qualité, vous arrêtez vos cafés à compter de 14 heures. Et même celui de 14 heures, vous allez voir l'impact immédiat sur le sommeil. Vous commencez à boire un peu plus. Ça, c'est possible là, tout de suite. Vous allez voir les impacts sur tout. Vous allez voir l'impact sur votre santé, les maux de tête éventuels. Enfin, c'est extrêmement rapide. Très, très rapide. Ok. Bon, c'est pas plus mal, hein, c'est vrai que des fois, les habitudes qui mettent longtemps à venir, c'est plus compliqué. Alors, peut-être une question. Je les vois les questions en fait. Ouais, d'accord, parfait. Alors, je les vois. Ouais. Comment gérer ses émotions? Alors, ça peut être le travail d'une vie, d'une manière générale. Mais l'idée, c'est déjà on pourrait dire qu'il y a 3-4 étapes. Après, on verra comment. Mais vous pouvez déjà vous informer en lisant. Il y a des outils, des articles, des ouvrages extrêmement intéressants, notamment de Daniel Goleman. Je pourrais mettre ça en bio si besoin. Qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc tout ça peut vous aider, un coach aussi peut vous aider, enfin voilà. Néanmoins, ce qui est intéressant sur les émotions, c'est pouvoir les identifier déjà. Est-ce que j'arrive à identifier les émotions qui me bombardent en permanence? Voilà. Donc déjà, c'est d'arriver à essayer d'analyser, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ressens ça? Et puis, qu'est-ce que j'en fais de cette émotion? Et du coup, en fait, il y a plusieurs paliers sur émotion. C'est d'arriver à les identifier, arriver à en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elles m'apprennent sur moi? Du coup, si on pourrait répondre en une minute, et ce qui est compliqué sur ces sujets-là, mais déjà être lucide et essayer de se poser des questions sur ce qui m'arrive et pourquoi ça m'arrive. Voilà. Quelles émotions et qu'est-ce qu'elles m'apprennent sur moi? Okay, prendre un peu de recul. Est-ce qu'on pourrait conseiller peut-être aux gens, je sais pas, ça peut être un petit tips, de se dire à partir de demain sur la journée, ils prennent un petit carnet au bureau ou quoi que ce soit, et dans les situations qui arrivent, ils notent peut-être ce qu'ils ressentent, comment ils réagissent, et puis d'analyser un petit peu ça. Ça, c'est ça. Ou aussi a posteriori, hein, comme on débrieferait un match, on pourrait dire, tiens, dans cette réunion, j'ai eu telle réaction, quand un tel m'a dit ça, ça m'a fait ça. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé comme émotion? Qu'est-ce que ça a généré chez moi, telle ou telle action? Quand un tel m'a fait tel feedback, ça a eu un impact sur moi. Pourquoi? Lequel? Si j'avais à qualifier cette émotion, quel mot j'y mettrais? C'est de la colère, j'en sais rien, de la rancune, peu importe. Donc effectivement, Fanny, bonne idée, hein, un petit carnet ou autre, mais débriefer à chaque fois. Moi, après chaque cours, je me disais, tiens, comment j'ai été au niveau tactique, technique, mais comment j'étais au niveau émotionnel, comment j'ai géré mes émotions. Et en fait, je conciliais ça dans un petit cahier, et tous les soirs, je débriefais. Voire même des fois entre les courses, entre les manches, pardon, dans la journée. Tiens, j'ai plutôt été comme ça. Tiens, tout à l'heure, il faudra que je fasse ça différemment. Voilà. Et c'est par ces petits pas, en fait, que vous allez pouvoir progresser. Comment apprendre à les gérer pour qu'elles n'entament pas le QI et le QP? super question. Eh bien, là encore, c'est la connaissance de soi. C'est le premier niveau sur émotion, sur QE. C'est la connaissance de soi. Et par définition, là, c'est en lien avec cet outil-là, hein, par définition, tous les quotients sont en interaction. Donc, quand vous êtes bombardé d'une émotion, ça va rejaillir sur vos pensées, ça va rejaillir sur votre physiologie. Donc, l'idée, c'est pas de dire comment on peut faire pour l'isoler et qu'elle ne cascade pas. L'idée, c'est d'arriver justement à faire qu'on soit stable émotionnellement en toutes circonstances. Ouais, il m'arrive tel événement. Oui, ça génère telle émotion chez moi. Comment puis-je faire pour bien vivre avec au niveau mental et physique? Donc, tout est en interaction. Ça, c'est normal. L'idée, c'est plutôt de limiter la conséquence éventuellement négative d'une mauvaise gestion des émotions. Et du coup, peut-être je rebondis par rapport à une question par rapport aux émotions. Là, on parle de gérer ses propres émotions.
Et comment on fait pour gérer finalement celle des autres? Parce que des fois, on est un petit peu envahi par ce qui se passe autour de nous et on n'a pas un impact direct. Ouais. Comment on fait? Alors, en fait, je pense que la question n'est pas sur comment je gère les émotions des autres. Parce que par définition, les autres autour de moi ont des émotions. Si je commence à les gérer, ça va être compliqué. Déjà que c'est pas simple pour soi. Si je commence à les gérer, je suis pas sorti du truc. Je pense que la vraie question, mais déjà la question elle est bonne, elle est intéressante en fait, parce que je n'ai pas à les gérer. La vraie question, c'est que je dois m'y connecter. Mais comment je m'y connecte? Et là, la question, enfin le défi est le suivant. C'est d'identifier quelle dose d'énergie je mets dans la relation à l'autre. Voilà, je vais essayer de faire simple avec mes mains. Si l'autre en face de moi, il pleure, il est en stress, et que moi, je mets beaucoup d'énergie dans la relation à l'autre, et ben, si lui est en stress, là, et ben moi, je vais être aussi en stress. Je raisonne. On est en symbiose. On est en sympathie. Je suis responsable, moi, d'avoir été trop proche émotionnellement de cette personne qui est en stress. Là, je suis trop proche de lui. Je mets trop d'énergie dans la relation. Soit je me déconnecte et je mets pas assez d'énergie dans la relation à l'autre. L'autre pleure, il est en stress et moi, je me déconnecte. Donc, le vrai défi, c'est d'arriver à trouver la juste distance émotionnelle, juste pour se connecter aux émotions et les capter, les émotions de l'autre, mais sans les ressentir. Voilà, en une phrase que je peux dire, c'est trouver la juste distance émotionnelle, se connecter, mais sans les ressentir. Alors après, le comment, ça peut prendre quelques séances ou quelques mois pour travailler, mais la clé, elle est là. Ok. Alors peut-être qu'on va terminer sur une dernière question. Après, évidemment, toutes les personnes qui sont intéressées à aller plus loin peuvent prendre contact aussi avec toi dans un deuxième temps. Je vais prendre une question. On parle souvent de résilience et d'endurance. Est-ce que ça rentre dans l'approche d'efficience ou non? C'est vrai que résilience, endurance, on entend beaucoup ces mots aujourd'hui. Ouais. Alors déjà, tout ce qui est résilience c'est quoi les termes? Résilience et endurance. Résilience. Alors la résilience, on pourrait dire que c'est plutôt émotionnel. C'est la capacité en fait à rebondir émotionnellement. Je perds un match, je perds une course, je perds un contrat, ou je me prends la tête avec quelqu'un. C'est comment je rebondis en fait, ce qu'on pourrait qualifier de résilience. Donc c'est plutôt sur le domaine des émotions. Vous connaissez cette phrase célèbre, hein, parfois je gagne, parfois j'apprends. Et du coup, le vrai défi, c'est d'arriver, quoi qu'il nous arrive, à pouvoir en tirer des enseignements. Tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Et si c'est à refaire, comment je ferais différemment? Du coup, c'est une intelligence émotionnelle. Donc, c'est plutôt en lien avec l'intelligence émotionnelle, ça, la résilience. La capacité à rebondir. Il y en a qui gagnent et qui savent pas pourquoi ils ont gagné. On pourrait dire qu'ils restent un peu stupides. Et à contrario, il y en a qui perdent, mais qui en font vraiment une force. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt sur le domaine de l'émotion. Et quant à la question qui est de savoir si c'est en lien avec l'efficience ou autre, bah, par définition, si quand j'ai perdu, je sais pourquoi je perds et que j'en fais une force, ce n'est plus une fuite d'énergie. Si je perds et que je subis, ça devient une fuite d'énergie. Et là, c'est la spirale vers le bas. Ok. Donc c'est vrai que si je prends deux, trois points pour un petit peu reprendre ce qu'on a dit et ce que les gens peuvent faire, c'est de pas oublier déjà, je pense en premier lieu, que tout ce qui est le lien corps-esprit est complètement lié et que finalement tout ce qu'on va mettre en place, ça va pas juste être la performance, on va dire au travail en tant que tel. Ça va être justement de prendre soin de soi, d'analyser ce qu'on a ressenti, d'accepter ses émotions aussi, parce que ça, c'est vrai que on voit aussi que des fois, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Les accueillir, ouais. De les accueillir, ouais, exactement. Et de pas oublier, en fait, que tout est connecté et que finalement, on peut mettre des petites choses en place qui aujourd'hui sont complètement essentielles et qui vont avoir, qui sont toutes bêtes finalement, mais qui ont un impact énorme derrière. Et qui sont à la portée de tout le monde, donc il y a plus d'excuses. C'est ça. Et du coup, en guise de conclusion, en un mot, ouais. J'espère que tous ces sujets vous ont interpellé. Alors, ce ne sont que des portes, c'est d'ouverture, voilà, c'est des portes d'entrée. Mais juste pour vous dire qu'en fait, vous avez 100% d'impact sur la gestion de tous ces sujets-là. Voilà. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, ça c'est souvent une bonne nouvelle. Oui.
Après, par contre, il faut le mettre en place. Hein. Ça, il faut juste passer le pas, mais après, ça va. Et du coup, comme on l'a évoqué par rapport à la nutrition, pour ceux que ça intéresse, ce sera pas le prochain webinaire, ce sera le suivant, le lundi 21 juin, si je me trompe pas. On va avoir une nutritionniste justement qui va nous parler de comment se nourrir, on va dire, sur une journée pour être performant toute la journée ou si on a une grosse réunion, etc. Donc ça va être super intéressant et ça va bien compléter justement ce dont on a parlé aujourd'hui. Et le prochain webinaire, pour ceux qui veulent aussi nous rejoindre, par contre, on est plus sur les comos, on va parler du pétrole. On change de sujet, on revient un petit peu plus dans l'industrie, mais ça va être génial, on a un expert qui nous accompagne. Et puis pour cette session, en tout cas, tout le monde recevra donc le lien pour le revoir à la maison, ainsi que la présentation justement que tu as faite pendant le webinaire, comme ça les gens pourront reprendre un petit peu toutes ces informations à tête reposée. Donc voilà, merci surtout à toi Mathieu Sage. Merci à tout le monde qui a participé. Et puis une bonne journée et j'ai envie de dire presque une bonne pause pour cet après-midi entre quelques emails à tout le monde. C'est le moment de mettre en place. Voyez le soleil. Voilà, exactement. Allez, merci à tout bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.